Bon, Patrick. Oui, oui Nicolas, Bon, ça fait plaisir de te revoir. on s'est parce déjà que... vu. Ah oui, parce que je me sentais un peu seul quand même. Voilà. Ah oui. Non, parce que évidemment, les séquences qu'on a faites ont été faites un peu dans le désordre, pour des raisons pratiques, évidemment, oui, parce qu'il oui. y a eu beaucoup d'installations, beaucoup Eh de ben choses oui, qui se sont oui, passées. oui, oui, on dirait pas comme ça. On dirait pas. Non. C'est un gros travail, hein, Oui, 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 oui. finalement. Oui, mais on est c'est content. du boulot. On s'est lancé dans un truc qui nous a finalement dépassé, hein, parce que au départ, c'était l'idée de tester un peu des Ouais, correcteurs. maintenant on teste plein Et de finalement, on en est à les choses ont avancé. Ouais. Donc, on a fait le ARC, on a fait le SonarWorks, on a fait le Trinov. Et puis, du coup, la liste s'allonge. Donc, je pense qu'on fera un volume 2. Hein. On fera choses. Ouais, volume 2 deuxième pour série. Midi SP, pour Voilà, ça mérite, d'autres choses, ça mérite ouais, une suite. d'Irak. Toujours est-il que là où on en est, c'est qu'on a fait, dans l'ordre chronologique des choses, on a fait le ARC Studio, on a fait le SonarWorks, Oui. on a fait toutes les procédures pour chaque outil. On a expliqué les mesures, tout ça, et on a beaucoup évoqué, d'ailleurs même par le passé, des concepts qui, j'avais envie qu'on précise un peu, à savoir lorsqu'on fait une mesure et aussi lorsqu'on fait un calibrage, on parle beaucoup de la directivité d'une enceinte. Donc, Chose importante. chose importante, tu vas nous expliquer ça dans un instant, pourquoi il y a des choses qui marchent, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas, pourquoi on fait des multipoints, tout ça, et on l'a un petit peu évoqué, et effectivement, en tout cas, on suppose que les constructeurs anticipent aussi les défauts, certes, de la pièce, mais aussi les défauts, certainement, de l'enceinte. En tout cas, son rayonnement, etc., etc. Donc, du coup, on avait envie de faire une petite manip qui, finalement, sort un peu du sujet, mais qui reste, finalement, dans le truc. Ben, pas tant que ça. Oui et non, voilà. En tout cas, on n'est plus dans la correction pure, enfin, plus dans le process pur de correction acoustique. Mais c'est comment mesurer une enceinte. Et là, on a pris un cas, non pas particulier, mais un cas assez typique qu'on connaît bien. C'est une NS10 de chez Yamaha qui, on peut le dire, on connaît ses caractéristiques, on l'a déjà évoqué, tu vas le mesurer, tu vas nous expliquer ça. On peut dire que sa directivité n'est pas complètement contrôlée, pour dire ça avec des formes. Donc l'idée c'est ça, et c'est surtout vous montrer ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que comment on mesure une enceinte. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison, on est d'accord, hein. Nous on va le faire avec Clio. Évidemment, on l'a fait parce que voilà, on a pu faire avec RomeQ, on s'est dit allez, on était prêt sur Clio, donc on va rester sur Clio. Ou on peut se servir au même. C'est exactement pareil sur RomeQ, ça change absolument rien. Et l'idée c'est que tu nous montres et que tu nous expliques. Oui, pourquoi Pourquoi déjà la directivité est importante et au-delà de ça, on va parler de puissance acoustique. Et voilà, forcément. Et qui est liée. Et ça, on n'en parle pas trop. Habituellement. Ben non. Enfin, de nos stages, on en parle, mais oui, de manière générale. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez méconnu. Eh bien oui, écoute, Nicolas, c'est d'excellentes questions que tu me poses, auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses. Elle n'était pas du tout préparée en plus. C'était pas du tout préparé. Alors, donc, pourquoi SonarWorks et ARC nous proposent de faire du multipoint et possible aussi de le faire aussi ce qui est possible de faire aussi avec Trinov, que ce soit avec le Nova ou avec donc le ST2. Dans quel cas faire du multipoint ou pas? Alors, bien sûr, on peut se dire, on va faire du multipoint quand on va avoir une grande zone d'écoute. Ben oui, ça c'est normal. Ils le disent, hein, dans les outils, ils le disent toujours. On l'a fait remarquer. Mais même quand on est à un point d'écoute particulier, ça peut être intéressant de faire du multipoint quand même, dans certains cas. Et ça va dépendre de la directivité de notre enceinte. Alors il faut que je vous fasse un petit schéma qui en vaudra mieux qu'un grand discours. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Il y a un tableau qui est là, c'est incroyable. Alors. Bon, là, on voit le côté théorique et puis après, on va tout de suite. Alors, une enceinte acoustique, donc là, eh bien, elle va avoir une certaine directivité qui va être particulière et propre à chaque enceinte, à sa forme, à la disposition des haut-parleurs, etc. Supposons qu'on ait une directivité qui soit contrôlée,
ce qui est le cas de la Bora, bon, avec les courbes qu'on a mesurées précédemment aussi, voilà, hein, qui est une directivité qui est relativement bien contrôlée, même avec des défauts bien sûr, mais relativement bien contrôlée. Alors, qu'est-ce que j'appelle directivité contrôlée? Si je prends ici la fréquence, hein, ici, donc en Hertz, bien sûr, entre 20 Hertz, 20 kHz, ici, voilà. Et là, on va avoir le niveau en dB, hein, niveau de pression, par exemple LP en décibels, niveau de pression. Eh bien, si on prend ça, bon, je mets 20 Hz, hein, mais on ne va pas descendre à 20 Hz forcément, mais c'est pour le principe. Bien, à 0 degré, en général, on fait en sorte d'avoir, dans l'axe de l'enceinte, hein, on fait en sorte, donc on a notre enceinte ici, que je symbolise par le haut-parleur, 0 degré, c'est ça. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc, dans l'axe de l'enceinte, hein, on va avoir une courbe de réponse droite en général. Alors, comme toute enceinte, comme tout microphone d'ailleurs, compte tenu des dimensions, ne serait-ce que ça, l'enceinte acoustique va avoir une certaine directivité. Quand on essaye de la contrôler, en général, eh bien, on peut la contrôler d'une manière constante, c'est ce qu'on fait plutôt en sonorisation, ou d'une manière croissante, c'est ce qu'on fait plutôt en monitoring, ou d'une manière la plus omnidirectionnelle possible, c'est plutôt, je dirais, ce qu'on fait en hi-fi, par exemple, où on veut quelque chose d'un petit peu large, un petit peu zone d'écoute, mais moins précis. Alors, là, en général, si on contrôle bien, par exemple pour la Bora, hein, voilà, une enceinte à directivité contrôlée, on a 30 degrés, c'est ici, donc voilà, 30 degrés, enfin, c'est pas 30, ça, ici, voilà. Un petit peu plus, voilà, 30 degrés, ici, voilà. Après, donc, on va avoir 60 degrés, mettons, qui va être ici. Voilà, bon, c'est un peu plus que ça. Hein. Bon, je vous donne... Ah, c'est pour le principe. Hein. Et éventuellement, même 90 degrés. Hein, comme ça. Donc 90 degrés, ça va être comme ça. D'accord, le 60 degrés, donc, il devrait être un peu plus loin. Bon, vous avez compris le principe. Alors, en fait, ça, c'est une directivité, dans l'absolu, une directivité où on va, en fait, perdre de l'aigu au fur et à mesure qu'on va se déplacer en dehors de l'axe de l'enceinte. C'est ce qui se fait d'une manière naturelle avec n'importe quelle source sonore d'ailleurs, hein, ou un microphone, tout ça en fonction des dimensions. Alors ce qu'on essaye, c'est que ça soit homogène, ça évidemment. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en général, on règle l'enceinte dans l'axe, on va dire. Alors si on met à l'endroit d'écoute, hein, ici, à l'endroit d'écoute, là on est ici, donc là, et puis on va mettre notre microphone de calibration. Hein, 0 degré est mal placé, là, on va le mettre ici, donc 0 degré, on met notre microphone qui est ici, hein, ça c'est le schéma d'un microphone, on le met ici, on règle à 0 degré. On va optimiser le système ici, mais du coup, ce que l'enceinte va envoyer au local d'écoute tout autour, que va nous renvoyer le local d'écoute selon son acoustique d'ailleurs, plus ou moins d'une manière statistique, ça va être la somme, la moyenne de tout ça en fait. Il faudrait aller jusqu'à 180 degrés derrière, oui, mais sûr. déjà jusqu'à 90 degrés, c'est déjà intéressant. On est d'accord. Hein. Et la moyenne, là, on va l'écrire en rouge, eh bien en général, quand on fait cette moyenne, ce n'est pas la moyenne des courbes là, c'est la sommation en fait. C'est la réponse en puissance acoustique d'enceinte, c'est la sommation de toutes ces courbes-là. Donc quand je dis la moyenne, ce n'est pas vraiment la moyenne, c'est la sommation de tout ça. Ce que l'enceinte envoie au local d'écoute. Et en général, c'est la courbe qui est en rouge ici, qui est autour de 30 degrés. Donc ça correspond autour de 30 degrés au niveau de puissance acoustique qu'on appelle LW. Niveau de puissance en watts acoustiques. Donc ça, c'est en gros l'image statistique que ce que l'enceinte envoie au local. Alors, si on règle à 0 degré, eh bien, on va avoir en fait le local d'écoute qui va répondre avec une courbe différente. Et en fait, je simplifie un peu, hein, mais notre optimisation ici à 0 degré va être valable pour le son direct de l'enceinte qu'on va avoir, mais pas forcément bien pour ce que le local va nous ramener. Alors bien sûr, ce qu'on peut dire, on va faire en sorte que le local, il nous ramène rien, donc on va le rendre très absorbant dans le médium aigu. Mais auquel cas, on va avoir un local qui ne va pas être vivant du tout, et qui va être fatigant déjà à travailler et qui va nous provoquer en gros des problèmes de transportabilité de notre mixage. C'est ce qu'on voit dans les stages, ça d'une manière plus détaillée. Donc en fait, on essaye d'avoir un local quand même qui soit assez précis, mais qui soit quand même un peu vivant. Sinon, on serait dans une chambre sourde et là,
c'est vraiment insupportable. Et j'ai fait des mixages exprès en chambre sourde, donc à une époque, hein, et alors on entend tout, hein, on entend la réflexion sur un pied de micro, et tout ça, mais c'est transportable nulle part. Ah oui, ça marche que là. Donc il faut avoir je dirais un arbitrage entre tout ça, hein, et donc par conséquent, ce qu'on va nous renvoyer le local doit être quelque chose, on doit retrouver quelque chose qui soit en osmose avec la signature du son direct dans l'axe. Et là, ça c'est de la psychoacoustique, c'est que notre cerveau, il va reconnaître à travers le local la signature du son dans l'axe qu'il entend de l'enceinte. Ouais, et là, ça ne va pas être déstabilisant du tout. Alors que si, et ça va être valable, bien sûr, si l'enceinte acoustique, ça va être d'autant plus valable, cette signature, que si l'enceinte acoustique, même si on a moins d'aigus, à travers cette courbe de réponse, on va voir, vous avez vu, la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire ce qui correspond un peu à la signature de l'enceinte, il faut qu'elle reste un petit peu identique. Alors, d'où l'intérêt de travailler avec des enceintes, même si on fait le réglage dans l'axe, de travailler avec des enceintes dont les courbes de réponse soient avec peu d'accidents, même si c'est directif, il ne faut pas envoyer de l'énergie partout, ce qui est aussi important, hein. Et donc, ce qui veut dire que là, on aura des enceintes acoustiques qui vont, délivrer quelque chose qui va être cohérent au local d'écoute, et donc, on ne va pas être gêné par ce local d'écoute. Donc, on va conserver en même temps la précision et la transportabilité. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, on peut aller plus loin en faisant en sorte qu'on ne va pas mettre notre microphone dans l'axe, ici, à 0 degré, hein, mais on va mettre notre microphone ici, à 30 degrés. Ce qui veut dire qu'on va tourner l'enceinte un petit peu devant. Si on a une enceinte de la directivité contrôlée comme ça, on va tourner l'enceinte plutôt autour de 25, 30 degrés, 20, 30 degrés, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que l'optimisation qu'on va faire à 30 degrés, elle va être aussi valable par rapport à la puissance acoustique que nous envoie le local. Ça, c'est valable si l'enceinte acoustique, bien sûr, est bien contrôlée en directivité. Ce qui veut dire que là, on va gagner sur deux plans. On va gagner sur le fait que ces corrections qu'on va faire là en puissance acoustique en général, c'est aussi, il faut le rajouter aussi, en général, s'il y a des trous et des bosses en puissance acoustique, ça correspond aussi à des écarts en dynamique de l'enceinte qu'on va entendre immédiatement, parce que notre oreille, notre écoute, on est extrêmement sensible aux variations de niveau, donc à la dynamique, compression, des choses comme ça. Donc si on a des trous en puissance acoustique, en général, c'est des trous en dynamique aussi, ou en distorsion, ou des choses, hein, voilà, qui peuvent. Et donc du coup, le fait, d'une manière générale, je simplifie un peu là, hein, mais il y a tout un ensemble d'éléments qui fait qu'on a intérêt, dans le cas d'une enceinte dont la directivité est contrôlée comme ça, de faire l'optimisation à 30 degrés. Donc là, et donc ce qui veut dire que là, on va avoir une optimisation qui va fonctionner aussi au niveau du local en général, qui va faire que l'enceinte acoustique, on va corriger des choses qui correspondent réellement dans son domaine linéaire, enfin plus ou moins, ouais, donc suivant ses caractéristiques, et globalement, auditivement, qui vont fonctionner. Alors ça, c'est une expérience que j'ai fait, qui s'explique par un tas de choses comme ça, mais que j'ai vérifié, quoi, bien sûr. Le problème, mon cher Nicolas, c'est que toutes les enceintes ne sont pas à directivité croissante et contrôlée. Et voilà. Et bon, oui. Tu parlais de la Bora, bon, parce que là, on a fait l'exemple sur une Bora, qui est une enceinte coaxiale. On pourrait parler des nouvelles Genelec, par exemple, voilà. ou d'enceintes coaxiales la plupart du temps. N'importe quelle enceinte coaxiale, voilà. on part du principe qu'elle a une Alors, c'est en directivité horizontale, hein, voilà, en plus, oui. et verticale avec du coax. Ouais. Avec des enceintes, qui sont des deux voies non coaxiales, c'est déjà bien en vertical. C'est déjà bien en horizontal. Oui. En vertical, ça va être un petit moyen, c'est l'intérêt du coaxial. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on va observer là sur l'Enesis, c'est pas le cas. Là, pas du tout le cas. Oui. C'est pour ça qu'on a pris cette enceinte-là. Donc si par exemple on fait une optimisation pure à 0 degré, en gros, l'optimisation va marcher en un point précis. Et si on se déplace, si on est amené à se déplacer, on va avoir des petits phénomènes. Alors ça va plus fonctionner bien, et puis en plus de ça, ce que nous a renvoyé le local, on va trouver que le local nous gêne. C'est pas parce que le local nous gêne, c'est parce que l'enceinte envoie au local quelque chose où le cerveau ne retrouve pas l'info. Oui. C'est un petit peu comme si, je prends un exemple un peu à l'emporte-pièce, mais c'est un petit peu comme si on entendait un son dans l'axe de l'enceinte d'une flûte traversière, mais que le local nous renvoie les mêmes notes, mais avec une flûte à bec, vous voyez ? On va dire il y a un problème.
C'est parce que l'envoie envoie quelque chose avec... Alors ça va passer par le côté temporel, ce qu'on voit avec les ondelettes, par exemple. Oui, d'où le... Voilà. Alors, l'intérêt de faire, effectivement, d'avoir une enceinte, je dirais de faire des... Pardon. L'intérêt d'avoir une processus de mesure où on fait du multipoint, comme ce qui est le cas de SonarWorks ou de Arc, c'est précisément... Enfin, il n'y a pas que cet intérêt-là, mais il y a aussi un gros intérêt, c'est qu'on va moyenner cette puissance acoustique. Il prend en compte ça, quand même. Il va prendre en compte... On suppose, en tout cas, parce que c'est dit nulle part, mais en tout cas, on peut partir... Ils ne le disent pas, mais c'est évident c'est obligé qu'ils le prennent en compte, effectivement, physiquement. Hein. Et c'est pas idiot, effectivement, c'est pas idiot du tout. Ça va nous permettre de faire une égalisation qui va être liée à la puissance acoustique totale de l'enceinte, ce qui est vraiment vous voyez, la réponse d'une enceinte. On sait où est l'entrée, c'est 2 fils, hein, avec les 2 fils d'entrée, via l'ampli, via l'enceinte si elle n'est pas amplifiée, etc. Mais la sortie, c'est où? C'est pas le son dans l'axe, c'est la réponse en totale en puissance acoustique de l'enceinte tout autour, par exemple, de cette NS10. C'est la véritable sortie. Ce qu'on n'a pas avec une console, on sait qu'il y a une entrée, une sortie, ou un ampli, ou voilà, un appareil électronique. Donc en fait là on va optimiser la réponse en puissance acoustique en fait de l'enceinte en faisant du multipoint. Et c'est un peu fastidieux, on a vu, parce qu'il faut balader son micro un peu partout, ça prend du temps. Mais on peut faire la même chose avec un Trinov, bien sûr, si on veut, et d'autant plus si on veut avoir une zone d'écoute large, bien sûr. Oui, mais même, même en un point, c'est important. C'est ce que tu expliques aussi très bien, c'est l'intérêt de ne pas mettre des objets proches des enceintes, parce que ça nous oblige, si on a des directivités pas contrôlées, de traiter beaucoup plus les premières réflexions autour des enceintes, on est d'accord? Oui. Pour justement minimiser ce problème-là. Donc c'est un peu, d'où l'intérêt, voilà, c'est en gros, moralité. Voilà. Donc c'est effectivement. Alors l'intérêt d'avoir des enceintes à directivité contrôlée comme la Bora ou des enceintes d'une manière générale, c'est une Tannoy, enfin toutes les enceintes coaxiales bien faites par exemple. Hein, ça marche. Ça fonctionne bien et tout. Eh bien, on a intérêt ça fonctionnera d'autant mieux en un point, d'autant plus qu'on mettra l'enceinte du coup, qui est plus intéressant de la mettre à 30 degrés. Alors vous allez me dire, oui, mais à 30 degrés, on perd de l'énergie dans l'aigu. C'est pas grave, parce qu'on calibre, et le système de calibration va relever cette énergie. Donc en fait, on va décaler ces courbes ici, comme ça, vers le haut. Mais on va toujours avoir cette même directivité relative. Alors il y a effectivement ce principe de tourner l'enceinte. Est-ce que c'est mieux de tourner l'enceinte comme ça, ou alors d'utiliser, parfois on le trouve sur certains modèles, des tilts, on appelle ça, tu sais, où tu peux atténuer un petit peu l'aigu. Alors, ça ne revient pas du tout au même. Ça ne fait pas la même chose. Donc, ah ben non, c'est une bonne remarque. Comment on gère ça? Ou alors on connaît son enceinte. Alors, le tilt ne va pas faire une correction, c'est pas du tout... C'est pas la même chose. Mais... Non, parce que là, on va agir électroniquement, donc on va toujours... Si on met moins d'énergie dans le médium aigu, là, on va simplement remonter tout l'ensemble, ça sert strictement à rien, en fait. Hein, l'intérêt, c'est de rendre le son, l'intérêt de croiser un petit peu les enceintes devant. Dans ce cas-là, c'est de faire une optimisation en champ direct qui soit valable aussi en puissance acoustique. Parce que mes 2 courbes sont identiques là. Oui, puis comme tu viens de dire, ça c'est statistique, hein, mais c'est en général oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Et c'est toujours intéressant, moi je suis toujours partisan, pour les enceintes qui sont même un peu omni, quand on dit les enceintes sont omni, en fait elles sont un peu directives quand même. C'est bien de les tilter, peut-être pas de 30 degrés, mais des fois à 10 degrés, tout ça devant. Ça va être beau. Et en plus on pourra, ça c'est la cerise sur le gâteau, on pourra en plus agrandir la zone d'écoute, mais ça on en parle dans d'autres vidéos ou dans les stages. Et ça c'est la cerise sur le gâteau. L'intérêt c'est que cette égalisation, elle va d'autant plus être efficace en fait quand on va faire ça. Alors bien sûr, ça veut dire que, donc, pour montrer un exemple, voilà, c'est de connaître la directivité de vos enceintes, c'est qu'en fait vous allez les mesurer. Alors comment on fait pour mesurer? Bon, c'est un petit peu, c'est peut-être, je dirais d'ailleurs, un peu en dehors, en même temps, quelque chose de nécessaire de connaître cette directivité pour pouvoir choisir votre type de calibration quand on fait du multipoint. On peut faire du multipoint avec des grandes différences d'espace ou des petites, simplement très faibles. Ça va dépendre de ce contrôle de directivité. Si on fait sur une grande différence comme ça, c'est aussi parce que tes directivités ne vont pas être contrôlées pour tenir compte d'une manière plus globale des problématiques de directivité de l'enceinte. Si la directivité est bien contrôlée, on peut se permettre de mettre des points beaucoup plus proches
qui va tenir compte peut-être aussi des premières réflexions différentes et tout, pour pas être sur un artefact particulier, parce que là, j'ai mes lunettes qui sont posées là. Et que j'ai une réflexion, et que quand je me décale de 10 cm, on ne l'a plus. Donc ça va être ça. Mais ce n'est pas du tout pour la même raison. Et ça, on va faire cette calibration en connaissance de cause. Alors, si tu veux bien, eh bien, on va... Hein, alors, on commence comme ça, j'irai te la tourner après. Eh bien oui, on va commencer à 0 degré. Donc on a alors je me suis mis entre les deux haut-parleurs. Quand on a deux haut-parleurs, on a en général... Alors j'ai mis l'enceinte... Ah oui, détail important. Alors, en général, l'ancien Ménésis, on la tourne comme ça. On pourrait poser la question, voilà, pourquoi elle est droite comme ça? Ah bah parce que ça marche mieux comme ça, hein. C'est évident, quand on tourne autour verticalement. Parce qu'en vertical, vous vous rendez bien compte que quand on va être là, on pourra faire la mesure, mais... Bon, c'est évident, hein. Quand on va être là, on va être plus proche du haut-parleur du Twitter, là, donc on va avoir une courbe de réponse qui va juste rien à voir avec quand on va être de ce côté-là. Donc en fait, comme en général, on ne bouge pas trop, on ne se met pas en général à quatre pattes sous la console ou en train de faire des tractions au plafond. Hein, donc en général, on se trouve dans un plan horizontal. Bon, alors bien sûr, le plafond, dans ce cas-là, pour une enceinte comme ça, on a intérêt à le rendre, oui, donc avoir les réflexions qui partent ailleurs ou absorber. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais donc nous, ce qu'on va montrer, c'est la directivité déjà dans ce sens-là, horizontale, quand on met l'enceinte d'une manière verticale. Alors, d'une manière habituelle, c'est des enceintes qui sont faites dans l'utilisation, je dirais, qu'on connaît, en proximité. Et en bandeau sous la console pour qu'elles prennent moins de place simplement. Oui, parce que l'intérêt de cette enceinte-là, tu le dis souvent aussi, c'est qu'elles sont faites pour travailler en proximité. Oui. C'est pour ça, voilà, que les tweeters sont un petit peu c'est sa raison d'être écartés. Voilà, c'est pas fait pour les mettre à 2 mètres fait, sur un dans le grave, on descend pas mal. Ça part dans tous les sens. Voilà, d'ailleurs, les nouveaux modèles que font Yamaha, je pense qu'ils ont pris ça en compte. Oui, bien sûr. Et maintenant, le Twitter est bien dans l'axe, machin. Enfin, ils ont essayé. Alors, le fait de décentrer n'est pas idiot pour contrôler un petit peu, pour avoir pas trop de problèmes violents de directivité. Mais par contre, du coup, quand on est d'un côté ou de l'autre, on va voir que ça se passe mal. Alors, on va commencer par 0 degré. J'irai te la tourner après si tu veux. Bah oui. Voilà. Que je sois utile, quoi, je veux dire. Mais non, mais voilà. Les remarques sont d'une utilité importante. C'est pour ça que je suis là. Bon. Alors on y va. Alors donc on a notre enceinte. Donc on est à. Alors attendez, on est à moins 4 dBu. On va se mettre au niveau. On règle là. On n'a pas répété avant. Voilà. Hein. Donc on va faire un petit lock shear. Pas mettre trop fort. Non. Oh, ça va. Ça va. On est très bien là. On est très bien. Voilà. Alors on y va. On fait la mesure. On va faire une mesure. Hein, donc en lock shear, on fait 2. La première, c'est pour voir la stabilité, et puis la deuxième, on fait la mesure. Donc ça, c'est avec Clio. On est parti, c'est bon. Voilà, donc là, c'était une ancienne mesure qui était affichée. Donc là, la nouvelle, elle est là. Voilà. Alors, et attendez, on va... Je pense à ça maintenant parce que... La disposition du micro, l'enceinte sur un pied, quand vous faites ce travail-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire en sorte que l'enceinte soit éloignée de toute surface, évidemment. Donc là, au milieu d'une pièce, machin. Le micro, il est à peu près à, je sais pas, 50 cm. Oh, là, on est à 70 cm, là. Voilà. 70-80, oui. Sinon, si vous faites ça sur une table, évidemment... la distance, c'est dire la dimension de l'enceinte aussi. Oui, voilà, évidemment. Il faut avoir l'intégralité un petit peu de l'enceinte. Non, mais c'est important. Voilà, c'est pour éliminer aussi les... D'ailleurs, on le voit là, par exemple, là, ici. Hein, si on regarde, par exemple, on voit la réponse impulsionnelle de l'enceinte, ici. Et puis, on voit, par exemple, la première réflexion qui est au sol. Au sol ou... Donc, on va commencer la fenêtre de mesure ici. Hein, on va commencer la fenêtre de mesure, donc là, au début, là. Par exemple, là, on voit bien l'aigu. Voilà, et on va la terminer ici, par exemple, là, hein, avant la première réflexion pour mesurer que l'enceinte. Par contre, on aura une fenêtre de mesure, on pourra mesurer jusqu'à 170 Hz à peu près. Voilà, 160 Hz. Parce que la fenêtre de mesure... Mais ce qu'on veut voir, c'est la directivité dans l'aigu. Dans l'aigu, bien sûr. Dans le grave, de toute façon, elle va être omnidirectionnelle. Donc, c'est pas un problème, donc on ne va pas mesurer le grave là, en dessous de 150 Hz. En plus, 170 sur le papier, la NS10, au-dessus de 100. Descendre en dessous jusqu'à 100, quoi. C'est ce qu'on a vu. Hein. D'accord, donc là, on prend une fenêtre de mesure comme ça et on fait la courbe de réponse. Alors la courbe de réponse, voilà, toc, elle va être comme ça. Donc on est en tiers d'octave.
Hein. On va se couper en dessous de 200 parce qu'en dessous de 200, on voit qu'on ne voit rien. Hein, donc, ce n'est pas la peine de mettre quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on sent. Donc, on va faire un zoom ici. Hein. Et donc, on est entre 100 Hz, même pas 100, 200. Ouais, on pourrait mettre 200 carrément. Hein. Voilà. Ah, attendez, pardon, excusez-moi. Voilà, je refais là. Donc là, hop. Voilà, donc 20 kg et 200 ici, voilà. 220 kg, donc on a notre courbe de réponse. Alors on peut la mettre en 12e d'octave, mais on va voir des choses. On peut mettre en 12e d'octave, tiens, ça va être rigolo, voilà, pour voir un petit peu plus ce qui se passe et tout. Donc on a des instabilités vers 2 kg. Alors il faut savoir que le Twitter, hein, la coupure est vers 2 kg. Donc le Twitter, il y a la grille, là, il y a des tas de choses. Il y a aussi des bords qui sont, vous voyez ici, qui sont assez anguleux. Donc tout ça, quand on a des bords anguleux comme ça, ce qu'on ne fait plus maintenant, hein, pour des bonnes raisons, justement, c'est que le son, il arrive là, puis là, il se rediffuse. C'est comme si on avait des sources secondaires tout autour, qui ne vont pas être identiques, qui vont être différentes ici ou ici, ce qui est très bien d'ailleurs à ce niveau-là, mais on les voit quand même ici. Bon, voilà, c'est notre courbe de réponse à 0 degré, n'est-ce pas? On va donc là, la mettre en surbrillance, voilà, donc on a 0 degré. Est-ce que tu peux nous tourner l'enceinte? Voilà, magnifique. Alors, vers nous, là, par exemple, à 30 degrés à peu près. Magnifique. De ce côté-là, on va faire 0,30-60 d'un côté et 0,30-60 de l'autre. Donc à peu près 30 degrés. Hein. Ça fait quoi? Ça fait ça à peu près? Voilà, à peu près, oui. Voilà. Hein, c'est un peu moins de 45, voilà. C'est pas à 2 à 5 degrés près. Hein. Voilà. Donc on refait maintenant la manip. Alors on voit aussi que l'aigu arrive avant. Hein. Il y a l'aigu et le médium ici, parce que sinon ça devrait se... Alors ça c'est qu'on a l'habitude un petit peu. Hein. Maintenant voilà, tu es expert, hein, on en a déjà parlé. Hein. Voilà. On l'avait déjà évoqué dans d'autres vidéos, effectivement. L'aigu. Mais ça c'est une caractéristique de cette enceinte-là aussi. Hein, voilà. Hein. Alors 0 degré, donc on a ça avec une bosse, tu voyais, entre 1000 et 2 kg, qui donne le côté un peu présence de l'enceinte. Voilà. Ça, c'est sans correction, bien sûr, on est direct avec un ampli, hein, en sortie, avec la sortie de direct, Clio, quoi. Direct. Et on refait la mesure maintenant. Donc, normalement, on devrait être à peu près au même niveau ici. On va reculer un petit peu, sans doute, parce que là, on a reculé un petit peu l'enceinte, mais c'est pas très grave. Non, mais bon, ça va pas. On va perdre un petit peu de niveau. Un peu, On y va. Voilà. Donc là, on voit que là, on a la même allure d'ailleurs. Hein. Ça, c'est intéressant ça. L'allure à peu près identique. Hein. On va voir ce que ça donne en courbe de réponse. Hein. Ici, toc, voilà. Et on voit que là, il y a une directivité qui n'est pas trop mal contrôlée là. Hein. Donc on voit de ce côté-là, voilà la directivité qui n'est pas trop mal contrôlée. Hein. Mais on a changé ici. Alors dans le gras, et on voit qu'il y a un cafouillage quand même entre vers 2 kg, là, c'est pas... Dans l'aigu, c'est plus directif. Ceci dit, quand tu regardes la forme, c'est quand même ça. Ça bouge un peu quand même. Oui. De 5 kg, c'est surtout là où c'est un peu, ça cafouille un petit peu. Quoi. Ok, donc on va continuer. Bah oui. Alors maintenant, on va faire 60 degrés, puis après on tournera dans l'autre sens. Et oui, parce que... Bon là, oui, on va dire 30. Là, je suis allé 45, on va dire 60 par là. Voilà, 60 degrés. Là. Voilà, et donc là, on y va. Voilà. Donc on retrouve à nouveau un peu le même genre. Hein. Voilà. Mais on voit que là, on a encore une directivité. Alors oui, on voit que là dans l'aigu, c'est clairement directif. Hein. Donc là, on va... la mettre en surbrillance. On voit qu'on a perdu un petit peu de niveau ici, mais ça c'est dû, au fait qu'on a reculé un peu l'enceinte et tout. Mais on voit que les allures, là, en fait, c'est pas du tout contrôlé. Bon, dans l'aigu, on voit qu'il commence à avoir des trucs un peu bizarres, hein, mais c'est surtout là où il y a cette bosse qui reste globalement. Alors bien sûr, avec ça, nous on voit que la courbe de réponse là. Mais il faut voir au niveau on ne va pas le faire, mais au niveau du temps de passation de groupe, il faut voir que là, le Twitter va arriver un petit peu encore, à chaque fois, le Twitter va arriver un petit peu avant. Légèrement en avance. Alors que quand on est là, il n'arrive pas, la différence de temps est moins importante. Oui, forcément, ça se mélange plus. Donc on va changer aussi les rapports temporels, donc la signature aussi de cette enceinte. Hein. Alors on va la tourner dans l'autre sens maintenant. Hein. Et oui, là forcément, ça devrait changer. On va la tourner dans l'autre sens. Voilà, donc 30 degrés dans l'autre sens. Par là. Voilà.
Alors, on y va. C'est parti. Toc. On voit que là, on a à nouveau un truc un peu qui change. À chaque fois, ça change un petit peu, hein, cette signature. Et là, on voit que dans ce sens-là, alors je vais enlever les autres courbes ici, on les mettra après. Regardez Hein. celle de... Voilà, et je vais garder en 0 degré. Et on voit que là, maintenant, je vais mettre d'autres. On avait trois courbes ici, je vais en mettre d'autres. Voilà. Donc là, maintenant, c'est le 30 degrés. Vous voyez, hein. Alors, si on compare le 30 degrés d'un côté au 30 degrés de l'autre, on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose. Ouais. D'accord. Et avec ça, surtout, ce qui va changer, c'est la signature temporelle, en fait. Oui. Donc, on s'aperçoit que la directivité n'est pas symétrique. Et ça, bien sûr, eh ben, ça va s'accentuer normalement en la tournant encore plus à 60 degrés, par exemple. Donc là, 30, les 60, clac. À peu près, voilà. À peu près, on n'est pas non plus... Voilà. Donc, on y va. Et là, le Twitter, il va reculer, en fait, un petit peu. Et on va toujours avoir un petit peu de l'avance, mais pas pareil, quoi. Hein, on y va. Toc. Oui. Ah ouais. Donc là, on a reculé un petit peu, normalement. Et là, on va perdre carrément de l'aigu. D'ailleurs, on a une courbe de réponse qui est plutôt plus intéressante. Alors là, on est à 60 degrés, là, donc on va se mettre, c'est ici, à la violette, voilà, par exemple. Là. Donc on a notre courbe 0, 30, 0, 30, 60, vous voyez, hein. Et si on prend le 60 degrés là, avec le 60 degrés, donc si on enlève celle-là, avec le 60 degrés donc, de l'autre côté, donc 0, 30, 60, c'est celle-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas pas la même chose. Alors, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais ça veut dire que ce que va envoyer l'enceinte à gauche et à droite, au local, va pas être complètement similaire. D'où l'importance de faire du multipoint pour prendre en compte une moyenne de tout ça. Ouais, d'accord. Et alors attention, là maintenant, si on tournait l'enceinte dans l'autre sens, alors là, vous imaginez bien, on ne va pas le faire, hein, mais vous imaginez que ça va être plus pire. Ça va accentuer le truc, quoi. Ouais, d'accord. Comme on dit, voilà. Hein. Donc là, si on prend toutes les courbes, évidemment, on a des choses qui sont assez... voilà. Alors, là, maintenant, les courbes d'Abora, on l'a déjà fait, donc on va les... On mettra les courbes de Labora et on verra, on constate que ces courbes-là sont moins accidentées, plus homogènes. Alors, c'est pas parfait non plus, hein. Oui, mais en tout cas, il n'y a pas des ruptures, comme on peut voir, notamment dans l'aigu, là. Voilà. Alors, il y a des choses aussi, mais au moins, ça sera symétrique à droite, à gauche, et beaucoup plus directif. Hein. Si on prend ça, les courbes d'Abora, on peut les montrer ici. Hein. Là, remarque, oui. Donc là, on les avait déjà mis, sur le blog. Il y a des gens d'ailleurs qui nous demandent sur Internet de mettre les courbes de Bora, comme ça ils les auront. Hein, parce que voilà, je n'ai pas toujours le temps de faire tout ça. Hein. Alors, donc si on prend le dossier technique, voilà, donc ça c'est les courbes de Bora. Alors bon, dans l'aigu, on voit qu'il y a un petit accident ici, hein, qui est lié à la symétrie du haut-parleur. Mais on voit que les courbes, alors c'est pas parfait, hein, mais on voit que les courbes, donc, alors je fais jusqu'à 0, 30, 60 et 90 degrés. Vrai, on voit que là, il y a une directivité qui est quand même plus... qui reste homogène quand même. Qui reste homogène. Et là, on est en 12e d'octave aussi, avec 1 dB par division, donc c'est la même échelle que ce que je vous ai montré. Bon, ça c'est une doc que j'avais fait, que je pourrais mettre... voilà. Alors après, donc, d'un modèle à l'autre. Alors vous voyez, par exemple, là, il y a des choses qui se retrouvent, par exemple ici, des petits accidents, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va corriger en puissance acoustique aussi, et que le système va corriger, y compris à 30 degrés, des fois des petits trucs dans l'axe aussi, qu'on va corriger aussi comme ça. Eh bien, mon petit Patrick, avec ces explications-là, donc la suite, on va, séquence oblige, on va faire la même chose, continuer notre process, mesurer avec le ST2 et le Nova. On aura Alexandre qui nous rejoindra, voilà, bon, ok. Hein. Et donc, on fera, parce que c'est la petite particularité du Trinov, c'est qu'on fait une mesure en un seul point. Voilà. Alors, on parce que justement, avec les Bora, c'est bien de le faire c'est possible, en fait, en faisant ça, parce que cette mesure va être valide aussi tout autour. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, évidemment, contrairement à l'Arc et le SonarWorks, là, la mesure avec le Trinov ne se fait pas avec un micro, mais une sonde qui va capter aussi un champ acoustique autour et qui, malgré tout, sert aussi quand même à
entre guillemets, à sentir un petit peu ce qui se passe. Ah ben, on En tout va cas, au pouvoir niveau des premières dissocier, réflexions, voilà, tout ça c'est ça. dans l'algorithme hein, particulier Oui, oui. qui est très complexe. Hein. Il va aussi dissocier, je dirais, des réflexions qui arrivent en même temps, mais qui arrivent de derrière ou de Oui, devant. voilà, c'est ça. Il ne va pas forcément les traiter de la même manière, quoi. Donc ça c'est important effectivement de le noter, hein, effectivement. Enfin bon, ça c'est Très bien. un peu. Ok, Ben, à toi de jouer pour le yes. pour le Bon. ST2. Bravo.